Selon les derniers chiffres communiqués par la Direction de la Protection civile, le bilan des victimes s'élève aujourd'hui à plus de 2000 morts et à plus de 9000 blessés. Le département du Sud compte plus de 80% des décès. 137 000 familles ont été affectées dans les 3 départements les plus touchés, Sud, Grand-Anse et Nippes, et au moins 500 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, soit environ 40% des 1 600 000 personnes vivant dans les 3 départements. 61 000 habitations ont été détruites et plus de 76 000 ont subi des dommages, laissant des milliers de personnes sans abri. Le directeur de la Protection civile fait état de la poursuite des opérations de recherche pour identifier les victimes et retrouver les centaines d'autres personnes qui sont toujours portées disparues. Au cours des 2 derniers jours, les équipes de recherche et de sauvetage ont réussi à sauver au moins 34 personnes des décombres. Lors du passage de la dépression tropicale Grace, les 16 et 17 août, les missions de recherche et de sauvetage avaient été suspendues. La nuit a été marquée par 2 répliques puissantes qui ont semé la panique dans la ville d'Écailles, puis par les pluies. Dans l'intervalle, l'aide parvient difficilement aux sinistrés et elle provient souvent d'ONG ou de personnalités. Plus que jamais, l'État paraît absent de la ville d'Écailles. Tout le monde le sait maintenant, le 14 août dernier, la presqu'île du Sud a été frappée par un séisme de magnitude 7.0, soit 0,2 de point de plus que celui qui nous avait tous endeuillés le 12 janvier 2010. Pour faire le point sur la situation et essayer de comprendre pourquoi il y a des tremblements de terre, nous avons avec nous ce soir sur le plateau l'ingénieur Claude Prepty, ingénieur géologue et actuel directeur général du Bureau des mines et de l'énergie. Bonsoir ingénieur Prepty. Bonsoir, et c'est pour moi un plaisir de me retrouver à Métropole. Une autre fois pour parler malheureusement de choses pas très agréables. Pas très agréables. Bon, alors, ingénieur Prepty, est-ce que nous doit attendre nous à ce que nous prenions 7.2 11 ans après 7.0 qui était frappé nous en 2010 là? Bon, personnellement, en tant que chercheur sur le sujet, après le 12 janvier 2010, d'attendre à ce qu'il y ait 2 zones qui baillent des tremblements de terre similaires. C'est les Nippes et le Nord. À tel point que le samedi 14 août, l'homme senti secousse-là, vu du réa, me dit bon, épicentre là pas très proche Port-au-Prince, probablement son zone qui détruit, c'est probablement le Grand Nord ou bien encore les Nippes. Et après mes recherches, moi que c'est les Nippes. Naturellement, je ne vais pas attendre à ce que dans les Nippes, on ait le niveau 7.2. On va attendre à 6.5, 6.7, parce que les Nippes tremblaient déjà en 1867, en 1952, avec des magnitudes de 6.5. Et un an plus tard, 1953, ils retremblaient encore. Et au cours de l'année 2015, on a eu une petite crise sismique du côté d'Ansavo. Qui sont en train de pas crise sismique ou succession de mini-tremblements de terre pendant plusieurs jours, pendant toute l'année 2015. Magnitude 3, 2, 1. À tel point, je crains que c'est énergie qui a libéré, donc nous avons un gros séisme. Et puis, une période d'accalmie, heureusement. Et puis, tout à coup, il y a un tremblement de terre 14 août, mais il y a une répercussion sur 3 autres départements, non seulement les Nippes, mais également sur le sud et la Gonesse. Avec des dégâts considérables, beaucoup moins de morts qu'en 2010, parce que 2010, c'est Port-au-Prince qui est écrasé à plus que 50%. Dernier chiffre, bon, nous à peu près dans les 2000 morts. Mais bon, il est tout à fait normal qu'il y ait un nombre de morts qui est enregistré cette fois-ci, parce qu'en 2010, les 2 départements les plus touchés étaient le département de l'Ouest et le Sud-Est.
Et avec 2 départements sérieux, bon, dans l'ouest, on avait à peu près 3 millions de personnes. Eh oui. Et dans le sud-est, 1 500 000. Voilà. Bon, ça fait pour 2 départements sérieux, on a 4 500 000. Eh oui. Alors que si on considère les 3 départements qui ont été les plus touchés, les NIP, le sud et la Ganda, ça fait à peu près 1 500 000. D'accord. 33%. Ouais. Donc, tu as moins de monde Ouais. dans 3 départements sérieux. Ensuite, habitat est un petit peu dispersé. C'est ça. Donc, on va gagner tout volume Kaïsaïo qui était concentré dans la zone Port-au-Prince. Donc, on va gagner même concentration. Ensuite, l'environnement est aussi différent. Donc, c'est ça qui fait que nous avons des bilans différents. Bien sûr. D'échanger, ou tu dit une phrase qui t'est frappé, mais que je n'ai jamais oublié, ou tu dit après 2010, alors, il n'y a aucune raison pour que des phénomènes naturels se transforment en catastrophes naturelles. Bien sûr. Et vous avez 1000 fois raison. Le Chili t'a donné raison quelques jours après. En fait, pourquoi j'avais dit ça? C'est parce que lorsqu'on évalue le risque sismique, il faut considérer 2 paramètres. Les menaces naturelles, pour lesquelles on ne peut absolument rien faire, Absolument. mais aussi la vulnérabilité des enjeux. Mais voilà. Et quand je parle d'enjeux, je parle de la population, des infrastructures, des bâtiments, etc. Tout ce qui est dans l'environnement. Bien sûr. Maintenant, nous pouvons agir sur la vulnérabilité. Bien sûr. Donc, toutes les fois qu'on n'agit pas sur la vulnérabilité des enjeux, donc le risque sera toujours élevé. Évidemment. Donc, on aura toujours des menaces naturelles, on aura toujours des forces à exploser parce qu'il y a prochain, il faut à nous de diminuer la vulnérabilité des enjeux en prenant les mesures qu'il faut. Voilà. Ingénieur Brepti, moi arrivé avec une belle carte très effrayante de toutes les failles qui traversent la presqu'île du Sud, qui sont à remédier nous sous faille ça. Bon, si vous permettez ma peu. Mais bien sûr. Très souvent, nous parlons de faille Henriquillo Plantain Garden, c'est-à-dire la faille de la presqu'île du Sud. C'est ça. Faille, ça a commencé dans la zone Miragoane, donc faille là pas complète. Il a commencé Miragoane. Si vous regardez faille là en rouge, donc mettre à ces failles là, il fait ça comme ça, il passe exactement l'asile, Oui. il continue, il passe Maniche, Oui. il passe Campérin, Oui. et puis il descend, il sorti dans Pointe Tiburon, C'est ça. et il prend la mer pour lui, dans la zone Jamaïque, au côté que les Plantain Garden. C'est ça. Et du côté de Miragoane, il continue, l'aller Henriquillo, Traverser le lac Henriquillo. il passe bien sûr par Calbassier, il passe par Tapion, Oui. il suit le tracé de la rivière Fouad, Oui. et ensuite il prend la boule 12, côté qui est carrière Sabio, Ah. là la zone Malpasse, Fond Parisien, encore les carrières de sable, et puis il prend République Dominicaine, la zone Henriquillo. C'est ça. Maintenant, si vous regardez bien cette faille, il y a plusieurs segments. Donc, ces segments-là, donc l'asile. Ensuite, vous avez des étoiles. Oui. Chaque étoile là, c'est séisme historique. Wow. C'est tremblement de terre qui fait déjà dans le passé. Et qui fait dégâts alors. Bon, c'est pas de gros magnitude qui ont payé, forcément. mais vous avez du côté de l'asile, on étoile. Oui. Du côté de Petit Trou de Nip, on étoile. Du côté de Ansavo, Oui. on étoile, qui était détruit en 1952-53. Petite rivière de Nip. Petite rivière de Nip. Donc, donc sont zones qui habituent à tremblement de terre. Donc, sont failles actives C'est ça. qui ont accumulé énergie depuis longtemps. C'est ça. Donc, toutes les fois que le tremblement de terre finit de passer, donc l'énergie recommence à accumuler encore. Donc, dans le futur, on aura d'autres tremblements de terre. Sans dire peut-être. Donc, heureusement pour nous, il y a plusieurs segments. Ouais. Donc, gros segment lui-même qui cassé le 14 août 2021. Donc, avec un épicentre qui est situé à peu près à 10 km à l'est de Baradère, un Baradère là. Oui. Donc, il est dans la zone ça. Oui. Il est situé à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest d'Ansavo, mais Ansavo là, donc à peu près là. Très bien. Donc, on est capable de situer l'épicentre là, un triangle qui est constitué de Baradère, Ansavo et l'asile. Très bien. Et quand ça, il n'y a pas longtemps depuis que le fait. Nous t'es plus qu'on est faille majeure ça. Oui. Maintenant, les études ont révélé qu'à côté de cette faille majeure, principale, on paquet d'autres failles secondaires que nous ne connaissons et qui cartographient il y a 2 ans de cela. Oui, Jean-Jo t'a dit ça, qu'à l'occasion, si j'ose dire, de 2010, nous venons découvrir une quantité de failles secondaires.
qui crée un réseau de failles. Qui est tout aussi dangereuse que les failles majeures. Voilà. Donc, avec Nations Unies, le PNUD, qui a fait des cartographies multirisques. Il a fait une grande danse, il met en évidence un paquet de failles. Il a fait une dans le sud, qui mettait encore en évidence d'autres failles qui n'étaient pas connues. Il a fait une dans le département des Nippes. Il a fait une dans le département du Nord-Ouest. Et tout autour de la presqu'île du Nord-Ouest, un paquet d'autres failles qui mettait en évidence. Donc, tous les traits rouges que vous voyez ici, ce sont des failles qui ont été cartographiées. C'est ça. Ce sont des failles secondaires. Donc des dangers en puissance. Ce sont des dangers avec accélération parce que ça sont cartes d'occupation du sol et cartes de répartition de l'accélération sismique. Donc il dit que de combien que ce sol-là est capable de secouer. Wow. Donc nous avons eu ce tremblement de terre avec un épicentre situé à ce niveau-là. Donc c'est segment ça qui jouait, qui passait justement par l'asile. Et il y a des répliques à partir de tremblement de terre principal là, qui répartit un petit peu sur l'ensemble du sud-est parce que répliques ils ont enregistré juste du côté de Chardonnières. Donc les failles secondaires ont servi de relais à tout ça. Donc en d'autres termes, au premier tremblement de terre qui principal là, 7.2, et puis à partir de là, il fait petite. Bon, ça nous est réplique. Oui, c'est ça. Une réplique, c'est le réajustement des blocs qui ont été cassés. C'est ça. Donc, il y a fini cassé, puis instable, il y a un déséquilibre, la chercher équilibre. Voilà. Et à chaque fois que les gens ont une façon, les gens école, ils créent une vibration, son réplique, jusqu'à ce qu'ils viennent stabiliser, pas bien répliquer encore. Et ça va durer pendant un certain temps, malheureusement. Qui saurait un certain temps? Parce que, d'après tout ce qu'on a dit, jusqu'à présent, Terre a continué à trembler dans la zone. Je ne pas dit péremptoirement que le réplique a duré 3 semaines, 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Parce que ça se passe à 10 km de profondeur. Wow. Par contre, qui déséquilibre, qui est dans le bloc là. Par expérience, le 12 janvier 2010, en suivant le tremblement de terre qui s'est produit, historique, oui. Nous fait 2 ans avant d'enregistrer réplique du côté de Léogane. 2 ans. Au début, les répliques sont fortes. C'est pas jamais supérieur à 7, magnitude principale là. Mais au fur et à mesure que le temps a passé, il a diminué parce que le bloc là commence à chita, il commence à joindre, positionner. Et il y a des répliques que nous ne pouvons pas même ressentir eux-mêmes. Nous pensons que tout le bagage est fini et pourtant les stations sismiques vont pouvoir enregistrer ces répliques. Oui, mais ils sont très sensibles, les stations sismiques. Ah oui, parce que il est capable de 1, 2, il y a enregistré. Mais l'humain ne pourra pas le sentir. Ne pourra pas. Bon, tant mieux. Bon, alors finalement, ingénieur Prepti, après toutes ces nouvelles apocalyptiques, je sais que dans votre domaine, nous sûrs que Gonçiriba est cap fait, mais le gros problème là, c'est chercher qu'on est qui l'a fait. Bon. Maintenant, quand même, est-ce qu'on a dit nous, est-ce qu'on a bon outil, espoir ça que qu'on est là, on va être en paix pendant quelque temps? Il y a encore trop tôt pour nous dire, parce que nous avons une équipe de sismologues qui est sur le terrain, qui a fait des mesures de géodésie spatiale, pour qu'on ait, est-ce que le tremblement de terre samedi, est-ce qu'il a influencé les autres segments qui n'ont pas accumulé l'énergie? Si on a influencé, il y a 2 bagages qui sont capables de priver. Soit qu'il peut accélérer l'énergie. Donc, si tu prends 20 ans pour avoir un tremblement de terre dans le segment ça, qui a l'antiburon, s'il accélère, il va gagner plus bonheur. S'il libère une certaine énergie là-dedans, au lieu qu'il prend 20 ans, il va prendre 30 ans, 40 ans. Donc, il est encore trop tôt. On a tant de mesures. D'accord. Ensuite, tremblement de terre, heureusement pour nous, il y a plusieurs segments, parce que si segment continue de seul trait, l'énergie est libérée, elle est finie, mais vu longueur, faille là tout, il est capable de bailler aux magnitudes de 8 jusqu'à 9, et ce serait catastrophique. Oui, il faut rappeler d'ailleurs que l'eau passée, c'est ce qu'on dit hors antenne, l'eau passée de magnitude 7 à magnitude 8, donc là on prend 1 point de magnitude, c'est un tremblement de terre qui est 32 fois plus puissant. C'est ça, parce 32 fois plus puissant. Parce que l'échelle de Richter est une échelle logarithmique. Donc c'est 32 fois plus d'énergie qui se dégage. Donc entre 7 et 8. Donc si
On attend au niveau de la presqu'île du Sud des magnitudes de 7, de 7.2, 7.5. Mais par contre, dans le Nord, où la faille est encore plus longue, on attend une magnitude 8, par exemple. C'est ce qui s'est produit en 1842. C'est ça. Donc, ce sera 32 fois plus fort que dans le Sud. Du fait que nous montrons que l'épicentre est localisé, c'est sur Terre, la faille n'est pas en mer, donc il n'y avait pas de tsunami. Donc ceci est à écarter. Il n'y a pas besoin de craindre que par un tsunami. D'ailleurs, si tu as gagné, le jour même, tu as gagné, fini. Oui, oui. Il y a eu une alerte, mais qui a été levée rapidement. Pourquoi? Parce que dès que vous avez un tremblement de terre, il y a les réseaux qui calculent automatiquement l'épicentre. Et le bas est magnitude là. Maintenant, il faut corriger ce qui a été fait par les machines. Et ce sont les sismologues qui corrigent. Donc, ils sont capables de corriger à la hausse ou bien à la baisse. Donc, les premières magnitudes ne sont pas les vraies magnitudes. D'accord. Donc, il y a des épicentres qui ont été placés peut-être dans la mer. Oui. Donc, si c'est dans la mer que lié, donc, courir, mettez, il y aura alerte au tsunami. Oui. Et puis, après correction, il y aura rendu compte que non, l'épicentre n'était pas là. Et puis, on lève l'alerte. C'est ça. C'est ça. Et deuxième bagage que Carmen dit, c'est que répliquer a continué. Oui. Pendant combien de temps ou pourquoi? On ne sait pas. Des semaines, des mois, voire des années, ou pas qu'on est, mais donc, pas de panique. Pas de panique, mais si les maisons sont fissurées, quand le monteur principal là, tu commencé à détruire là, les répliques vont pouvoir achever ces maisons. Donc il n'est pas question d'entrer non plus dans ces maisons. Même si, en théorie, réplique est toujours plus faible que maman Pimba. C'est ça. D'accord. Mais au cas qui est déjà fissuré, et aux magnitudes 5, ça va achever. Ouais. Donc, en tant que réplique commence à diminuer drastiquement et commence à faire des réparations. Et puis après, on a pensé à entrer dans le caillou avec autorisation au ministère des PTC qui peut le envoyer aux missions rapides pour qu'il faut une évaluation du bâtiment. Ou saut vert, ou saut jaune, ou saut rouge. C'est ça. Très bien. Saut rouge, c'est écrasé. Bon. Saut jaune, c'est essayer de réparer. Saut vert, ou bon. C'est ça. Et puis, pas faire erreur de janvier. Avec un saut rouge, nous allons le maquiller avec un petit ciment, un petit béton, colmater brèche et puis entrer dedans. Oui. C'est plus mauvais bagage pour nous faire. Oui. Non. Rouge, c'est démolition. À démolition. Sans discussion. Même jaune, c'est à réparer. On ne peut pas entrer dans cette maison sans la réparation. Si le vert, on peut entrer. C'est ça. Mais ça m'avait dit qu'on est à l'abri de menaces sismiques là. Parce que souvent, épicentre qui proche aux maisons, qui ne pas tomber. Mais qui te prend un choc quand même. Il te prend un choc. L'ingénieur a été bien construit là, suivant les normes conventionnelles, mais cette maison n'est pas pour autant parasismique. Donc, si nous sommes capables de renforcer, faire une évaluation, ajouter quelques la dernière rendre parasismique, eh bien, la plus sécuritaire. Bon, on est loin des constructions parasismiques parce que, apparemment, 2010, on n'a appris aucune leçon. Moi, quand je continue à bâtir là, il y a quelques ingénieurs qui ont appris. Quand même. Qui a appris. Mais dans l'ensemble, enfin, la masse des maisons qui sont faites par le secteur informel. Ces maisons ne sont pas parasismiques. Ils ne sont pas parasismiques, c'est évident. Bon, eh bien. Et c'est là qu'il faut intervenir pour faire face au séisme. Il faut d'abord des maisons parasismiques et il faut faire l'éducation des gens qui sont à l'intérieur de ces maisons. Eh oui. Bon, eh bien, ingénieur Prepti, merci en pile de ce côté Vini, personnellement, sur le plateau de Metro News, bon outil conseil ça, fait-nous découvrir quatre réalités ça, parce que, bon, c'est lui-même qui est à l'origine de sa capitaine, nous, demain. Donc, je rappelle encore que cette carte a été préparée par le PNUD des Nations Unies dans le cadre d'un projet, nous, tout bailleur de fonds. C'est ça. Donc, son carte multirisque, donc ça, c'est carte sismique. C'est ça. Donc, il y a une carte inondation, il y a une carte érosion de sol, il y a une carte sécheresse. Donc, ça, c'est carte aléa sismique et de l'accélération des sols. Donc, ce sont des cartes très utiles. Donc, il est là pour nous vraiment aborder Barayou de manière scientifique. Merci beaucoup, ingénieur. C'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'était l'ingénieur Claude Pepti, ingénieur géologue, directeur général du Bureau des Mines, qui nous faisait un petit topo sur la réalité sismographique de notre cher petit pays.
L'initiative de dialogue engagée par des citoyens entre les chefs de gang dans une perspective de ramener la paix à l'entrée sud de Port-au-Prince est loin de faire cesser les activités criminelles dans cette zone. C'est ce qu'a affirmé mercredi en conférence de presse la porte-parole de la police nationale, Marie-Michèle Verrier. Elle appelle la population à la vigilance. La police prend toute disposition pour renforcer la présence sur la route Matissan. Toujours des menaces sur la route ça. Menaces là toujours planées sur la route ça. Tout le monde qui a aide, qui a porté, rappelez-nous encore, dans le Grand Sud, la police là pour accompagner nous. La police prend toute disposition pour assurer la sécurité convoi dans la zone qui a risque et pour jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination. Il y a des gens qui rentrent dans la négociation avec des bandits sous prétexte pour amener calme dans la zone à risque. PNH a attiré l'attention de la population. Les bandits toujours représenté une menace qui sur route. Menace toujours là. La police a pris toute disposition pour toujours accompagner la population. La police a pris toute disposition pour toujours accompagner la population parce que menace toujours là. Sous prétexte, il y a une négociation qui a fait, alors faites-nous clair. L'ancien sénateur et Vallière Beauplan a rencontré mercredi l'envoyé spécial Daniel Foote. Plusieurs points ont été à l'ordre du jour, et notamment les élections, la légitimité du gouvernement et l'insécurité. S'exprimant au nom du groupe Tête Ensemble, M. Beauplan affirme qu'il a aussi demandé aux diplomates américains de laisser les Haïtiens prendre leur destin en main. Nous parlons de questions d'insécurité. Et puisque l'international croit que faut une alternance politique, il faut qu'on côté privé, élection faite dans le pays pour changer personnel politique, d'autant plus élection par exemple fait. Pour nous arriver dans l'élection, il y a plusieurs bagages pour nous mettre sur table là, question d'insécurité. On est déjà, nous parlons de lui, comment l'international a supporté nous pour au moins nous capables de combattre ça gagne là, pays qui gangstérisé un peu partout. Nous parlons du conseil électoral. Mon conseil électoral a été choisi de manière unilatérale par l'équipe de Jovenel. Je dis, elle n'a pas inspiré personne confiance. Il faut que les acteurs participent dans le choix nouveau conseil électoral. Nous parlons des cartes électorales là, des bons scandales, des malheurs, des choses comme ça. Et puis des cartes qui peuvent encore expirer. Et puis quand les cartes qui viennent, on a fait plusieurs cartes, nous parlons de ça. Nous parlons du gouvernement Ariel là. Le gouvernement Ariel là, Ariel manque de légitimité. Ou bien pas rien du tout. Parce que la Constitution le dit que le Premier ministre doit émaner du Parlement. C'est le président choisi, ratifié par le Parlement. Le Parlement est dysfonctionnel, M. pas de légitimité ça. Maintenant, l'on n'a pas de légitimité ça. Maintenant, il faut chercher le puiser de l'autre côté. Pour jeunesse les acteurs politiques et la société civile, en travaillant à la politique de Badil. À quoi ça va gagner les premiers ministres. Donc, si nous ne pas corriger ça, maintenant, nous ne pas arriver au côté, il y a un monde sans légitimité qui mène un pays, qui mène vers la dérive. Maintenant, le pouvoir que nous habituons, au point de vue culturel, même constitutionnel, même institutionnel, c'est un pouvoir bicéphale. Un président avec ses attributions, un premier ministre avec attributions pâles. Maintenant, il n'y a pas qu'à déléguer pouvoir président à premier ministre. Vice-versa. Le président, c'est lui qui choisit l'ambassadeur. Si il y a une nouvelle directive politique, c'est le président qui s'en charge. Le premier ministre va choisir. Le président, il faut lever à la décision de justice pour bien l'appliquer. Le premier ministre va faire. Le président, c'est lui qui préside le conseil des ministres. Il n'y a pas qu'à faire la place. Le président, c'est lui qui nomme les conseils de banque, le directeur général de la police, même si c'est un conseil des ministres. Les directeurs généraux de banque générale. Les directeurs généraux, il n'y a pas qu'à faire. Sauf si il y a un accord politique qui dit oui, non, le Premier ministre a un mandat pour le faire. Face à tout ça, nous plaidons à ce que le pouvoir bicéphale, avec attribution à chaque individu, pour que chaque monde. Nous parlons également de tremblement de terre là. Je dis, l'élection, tu doit avancer plus longtemps, plus loin, par rapport à un pays à genoux. Nous ne pouvons pas quitter un pays à genoux et puis nous pas parlé d'élection. De politique de l'élection. Nous avons des gens qui ne pas garder encore. Donc nous parlons de tout ça avec Foul. Et il est conscient que l'international, des fois, qu'on a posé le trop dans ce qui est rapport à problème pays. Je dis, il pense qu'il faut l'international pour un recul plus prudent dans le comportement par rapport à est-ce que nous avons assurance que nous avons bien le gouvernement au pouvoir bicéphale, on ne sait pas, dans les heures, dans les jours, dans les mois qui viennent? Son combat,
Et Ariel, en tant que médecin, monsieur a un niveau pour comprendre que le pays a dit halte là. Il ne va pas avancer. Il ne va pas avancer pour lui. Donc je dis, il y a une équipe qui a monté, même une belle équipe, qui t'aime quitter la réunion avec de grands synédrés, pour au moins nous prendre responsabilité. Nous. Parce que ce n'est pas dit nous pas il faut que nous prenions responsabilité. Et responsabilité, ça, il y a pile nègre qui motivé, il faut que nous prenions pour empêcher que le pays a parlé la route. Et nous avons rappelé Ariel à l'ordre pour nous dire que, pour qu'on ne pas apporter responsabilité. L'organisation Combi Diaspora pour changer Haïti, CODACA, souhaite un accord politique entre tous les secteurs et la communauté haïtienne de la diaspora pour trouver une solution à la crise. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le CODACA demande aux Haïtiens vivant à l'étranger de s'impliquer davantage dans la politique haïtienne. Suivez les explications de Calixte Jules, représentant de l'organisation CODACA en Haïti. Haïtiens qui dans la diaspora, qui compétent, qui fait des études, qui préparé à l'étranger, qui toujours montré que yo gagne volonté, yo gagne sensibilité haïtienne qui rete la caillou n'a demandé pour que yo rencontrer, pour yo porter coller, pour yo organiser au mieux dans la diaspora parce que changement haïtien, c'est eux qui pour faire. Parce que les Haïtiens qui vivent dans le pays, spécialement les politiciens traditionnels, ils n'ont pas jamais entendre sur un projet de développement. Ils n'ont pas jamais entendre sur un accord qui est capable de permettre que ils tous rejoignent autour d'un projet, autour d'un plan qui est capable de retirer les Haïtiens dans une situation de misère. Et nous considérons, M. Sayo, c'est eux-mêmes qui ont mené, qui ont supporté le système néocolonialiste. Les leaders politiques haïtiens. Nous avons demandé pour que nous ayons un accord politique après une grosse crise que le pays a vécu pendant près de 3 à 4 ans. Crise ça qui arrivait provoquer la mort de l'ex-président Jovenel Moïse. Ça expliquait, ce n'est pas une petite crise petite. Ça veut dire que, je dis, il faut que les Haïtiens mettent tête ensemble. Il faut que les Haïtiens joignent un compromis politique à travers un accord clair, objectif, qui est capable de permettre que nous retirions le pays dans une situation difficile. Mais cependant, nous pensons que les Américains ne sont pas capables de rester, nous sommes capables de dire, camper sans que vous ne admettre avec proposition haïtienne. Parce que le problème, c'est Haïtien qui pour résoudre. Les Américains pour accompagner, ils n'ont pas pour imposer à Haïti une solution.